Bismillahirrahmanirrahim. Ce cours s'intitule Introduction au système linéaire invariant dans le temps, autrement dit les suites. Donc les systèmes linéaires sont les plus fréquemment utilisés dans la pratique parce qu'ils sont les plus simples à réaliser, parce qu'ils donnent de bons résultats par opposition au système non linéaire. Qui dit plus simple dit moins cher, d'accord, donc par définition un système, on appelle un système physique ou système toute unité physique qui convertit un signal d'entrée en un signal de sortie. Donc on peut avoir un système qui peut convertir un signal d'entrée en un signal de sortie, ou bien une multitude de signaux d'entrée en une multitude de signaux de sortie. Dans ce qui va suivre, on va se limiter à l'étude des systèmes qui présentent une seule entrée et une seule sortie. Un signal de sortie est complètement déterminé par le signal d'entrée, x de t, et les caractéristiques du système, puis les conditions initiales. Donc, les systèmes linéaires invariants dans le temps sont des systèmes qui possèdent plusieurs caractéristiques. On distingue parmi ces caractéristiques la linéarité, l'invariance dans le temps, la causalité et la stabilité. Pour la linéarité, étant donné un système qui nous transforme une entrée, x de t, en une sortie ou bien une réponse, y de t, grâce à l'opérateur L, tel que on peut écrire y de t est égal à Lx de t. D'accord, donc il va nous transformer l'entrée en une sortie ou là en une réponse. Ok, donc on va essayer d'expliquer la notion de linéarité. Donc étant donné un système L de transformation L, donc il va transformer un signal x1 en une sortie L de x1 de t, noté y1 de t. Et si on injecte une autre entrée x2, il va répondre en donnant une sortie y de t égale à Lx2 de t. Maintenant, on suppose qu'on a un système sous forme d'une combinaison linéaire des deux signaux x1 et x2 qui sont reliés entre eux par une somme de produits avec des constantes A1 et A2. Le système est dit linéaire si la transformation de G de t, autrement dit la transformation de toute cette expression, puisque G de t c'est cette expression, est égale à A1 fois la transformation de x1 plus A2 fois la transformation de x2. Et autrement dit, A1 fois Y1 plus A2 fois Y2. Donc la transformation de LG de T, ou la L A1X1 plus A2X2, elle sera égale à A1 transformation de X1 plus A2 transformation de X2. Dans ce cas, le système est dit linéaire. Donc pour l'invariance dans le temps, par définition, un système est dit invariant dans le temps si à un déplacement du signal d'entrée correspond le même déplacement du signal de sortie, mais sans déformation de celui-ci. On prend pour cas d'exemple ce schéma-là, on a un signal d'entrée x de t et la sortie du système, du système dont il est question, est comme celle-là. Donc si par hasard on déplace cette entrée, elle est déplacée, vous voyez qu'elle est déplacée de taux. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer dans la sortie? Au niveau de la sortie, il va se passer qu'on va avoir la même réponse. Le signal obtenu ici est le même ici. Mais seulement il a été décalé avec le même décalage qui correspond à x de t. D'accord, donc ça veut dire l'invariance dans le temps. C'est ce qu'on appelle les systèmes qui ont des paramètres fixes. Pour la causalité des systèmes linéaires,
c'est les systèmes qui sont physiquement réalisables. On dit qu'un système obéit au principe de la causalité si le signal de sortie y de t ne dépend que des valeurs présentes ou passées de la variable du signal d'entrée x de t. معناتها y de t dépend de x de t que pour des valeurs du temps qui sont inférieures ou égales à t. La quatrième caractéristique, c'est la stabilité des systèmes. On dit qu'un système est stable si sa réponse à une entrée bornée est aussi bornée. Donc x de t, c'est notre entrée. Et notre entrée, elle est bornée, c'est-à-dire que son amplitude, elle est bornée, elle n'est pas infinie. Bornée, ça veut dire qu'elle n'est pas infinie. Donc, finalement, si on trouve que la sortie, elle aussi, qui est quoi? Qui est la transformation de x, si on trouve que cette sortie est aussi bornée, ça veut dire que le système est stable. Pour la réponse d'un système à l'impulsion de Dirac, qu'est-ce que cela veut dire? Réponse à l'impulsion de Dirac. Ceci veut dire tout simplement que notre entrée est un peu spéciale et elle vaut la valeur de delta, de l'impulsion de Dirac. Donc, quelle est la sortie y de t? Par définition, on a dit que y de t, c'est L de x de t. Ok, autrement dit, maintenant, c'est L de delta de t. Cette réponse, cette sortie est appelée réponse à l'impulsion. Effectivement, quand on attaque le système avec delta, y va répondre à cette impulsion. Donc, cette réponse à l'impulsion, elle est notée en général h de t. D'accord. Donc, à partir de là, on va essayer de mettre en évidence deux points importants qui vont nous servir par la suite. Le premier point, c'est que quand on dit que y de t, c'est la transformation de x de t, c'est-à-dire en entrée, on injecte x de t et en sortie, on récolte la réponse à x, qui est y de t. Ok, mais maintenant, si x est un peu spécial, si x c'est delta de t, donc en sortie, on va récolter une réponse qui est notée h de t et qui s'appelle la réponse à l'impulsion ou bien réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle, c'est une notion très importante en théorie du signal et dans la manipulation des systèmes linéaires. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, si pour mon signal, toujours, qui admet en entrée delta de t, et me procure en sortie, ou me génère en sortie h de t, qui est la transformation de delta de t par l'opération, l'opérateur L. Donc, si le système a une réponse h de t à une entrée delta de t, et si cette réponse est la même, quel que soit l'instant d'apparition de delta, alors on dira que le système est invariant dans le temps. Autrement dit, en écriture mathématique, si je déplace delta de taux, je vais obtenir la même réponse et déplacer de taux uniquement dans le temps. D'accord? Donc le système invariant de temps, dans le temps, pardon, pour un déplacement de l'entrée, j'obtiens la même sortie de l'entrée, mais déplacée. De la sortie, pardon, mais déplacée. Donc, c'est les deux points les plus importants qu'on doit retenir pour aborder la réponse des systèmes à n'importe quelle entrée. Maintenant, on doit se poser la question suivante. Pourquoi on parle d'impulsion de Dirac et pourquoi on parle de la réponse à l'impulsion de Dirac? Donc, pourquoi on a choisi justement cette impulsion de Dirac? Donc, si je prends delta de t et je prends sa transformée de Fourier, elle sera égale à l'intégrale. Excusez-moi, là il manque un signe intégral à égal. 2 minutes, on va le mettre. Donc là, il y a égal à l'intégrale de delta de t fois exponentielle moins j oméga t dt. Aussi, on a oublié un terme. Ça doit être la même chose dans le support de cours. Hein. Donc, il faudra le rajouter. Donc, si on a cette intégrale, donc vous avez une fonction
qu'elle soit complexe ou autre, multipliée par delta de t qui est mise dans une intégrale. Donc ceci n'est autre qu'une distribution. Donc on dira qu'au sens des distributions, elle sera égale à quoi? À la valeur de la fonction lorsque delta apparaît. Et delta n'apparaît quand? Lorsque t est égal à 0. Donc c'est la valeur de la fonction. Je ramène ma fonction ici. Et je fais tendre t vers 0. Ok, donc c'est la valeur de la fonction lorsque t est égal à 0. Et lorsque 0 est remplacé ici, c'est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la transformée de Fourier de delta de t. La transformée de Fourier de delta de t, c'est quoi? Regardez, une impulsion, sa transformée de Fourier, c'est une constante. Et elle va de moins l'infini à plus l'infini de oméga. Ok, ceci sous-entend quoi? Ça veut dire que l'impulsion de Dirac contient toutes les fréquences de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est une information très importante. Maintenant, essayons d'interpréter ce qu'on vient de voir. Donc, l'impulsion de Dirac contient toutes les fréquences dans le domaine de Fourier. Pour générer un tel signal, il faut une bande de fréquences qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et ceci est quasiment impossible. Il est donc clair que la connaissance de la réponse du système à l'impulsion de Dirac, cette dernière contenant toutes les fréquences, donc la connaissance de la réponse du système à l'impulsion de Dirac conduit à la connaissance de la réponse du système à toute forme de signal. Donc, quel que soit le signal qui est différent de l'impulsion de Dirac, il va avoir un spectre qui sera inclus dans celui de l'impulsion de Dirac. Par conséquent, si on connaît, on peut répondre à l'impulsion de Dirac, cela veut dire qu'on peut répondre à n'importe quel autre signal. Okay? Donc, à partir de là, on va montrer dans ce qui suit que si on connaît la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire si on connaît la réponse à l'impulsion de Dirac, c'est-à-dire si on connaît h de t, alors on pourra connaître la réponse à n'importe quel signal, quelle que soit sa forme. Dans cette partie, nous allons parler de la réponse d'un système à un signal quelconque. On a vu précédemment que la transformée de Fourier de delta de t était égale à 1. Ceci voulait dire que l'impulsion de Dirac contenait toutes les fréquences de moins l'infini à plus l'infini. Donc, d'une part, delta, sa transformée de Fourier est égale à 1. D'autre part, si on prend un autre signal, on va avoir un spectre. Ce spectre, il ne sera jamais égal à celui de delta de t. Ici, vous voyez qu'il a des fréquences, mais à un moment donné, elles vont s'estomper et par conséquent, on voit très bien que tous les signaux ont un spectre qui est toujours inclus dans celui de delta. Donc, une question se pose, connaissons la réponse à delta de t, peut-on connaître la réponse à n'importe quel autre signal, tout en sachant que delta de t contient toutes les fréquences, okay, alors qu'un autre signal contient beaucoup moins de fréquences que delta. Donc on va voir ceci, mais avant cela, on va essayer de déterminer le signal x de t au sens des distributions. Donc x de t au sens des distributions, c'est l'intégrale de delta de t x de t moins θ dθ, c'est-à-dire c'est la valeur de x de t moins θ lorsque delta apparaît. Et delta apparaît lorsque θ est égal à 0. Donc c'est égal à x de t. On peut l'avoir autrement également. C'est x de t, c'est égal à l'intégrale de delta de t moins θ, x de θ dθ. Là également, c'est la valeur de la fonction Toulina x de θ.
lorsque delta apparaît, et delta apparaît lorsque θ, cette fois-ci, est égal à t. Donc, c'est x de t. On va essayer de voir à quoi est égale la sortie en fonction de cette réponse à l'impulsion. Donc, étant donné un système linéaire invariant dans le temps, dont la réponse impulsionnelle est h de t. Ok. Donc, j'insiste, je souligne le terme linéaire, système linéaire, les termes linéaire et invariant dans le temps. Ce sont ces deux termes-là qui vont nous servir. Donc, la sortie, par définition, elle est égale à quoi? Elle est égale à la transformation de x. Ou là, l'opérateur appliqué à x de t. Ok? Donc, c'est, si je reviens, je fais un petit peu marche arrière, x de t, ça égale à ça. D'accord? Donc, x de t, c'est ça. Ok. Donc, je vais remplacer x de t par cette formule et je vais voir ce que ça donne. Donc, c'est L appliqué ou le L de cette expression. Et comme on a dit que le système était linéaire, d'accord? Donc, l'opérateur est un opérateur linéaire. Et donc, l'intégrale est aussi un opérateur linéaire. Donc, on peut intervertir les deux opérateurs. La sortie, ou la réponse, est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fois 2 ce terme-là de l'opérateur. Donc, c'est L de delta de t moins θ, x de θ. Or, l'opérateur L, c'est un opérateur qui intervient dans le temps. Donc, il agit. Donc, l'opérateur L opère sur la variable indépendante t. Donc, θ, dans ce cas, elle est constante. Et donc, L de toute cette expression, et comme c'est linéaire, on peut faire sortir la constante ici. Ok, donc x de θ va sortir et va se retrouver là. Ou je te redonne de L de t de delta de t moins θ. Or, ceci, c'est quoi? Puisqu'il est invariant dans le temps, L de delta de t, c'est quoi? C'est h de t. Et comme il est invariant dans le temps, on peut écrire que l'opérateur appliqué à delta de t moins θ, c'est h de t moins θ. Et donc, on remplace dans cette expression, la sortie est égale à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de h de t moins θ, x de θ dθ. Et cette intégrale est appelée par définition le produit de convolution. Elle est notée comme ça, c'est y de t. La sortie d'un système linéaire invariant dans le temps, si l'invariance ou la linéarité ne sont pas vérifiées, on ne peut pas arriver à cette intégrale. Et il est hors de question qu'on puisse arriver à cette intégrale. D'accord? Donc, par conséquent, quelle est la condition d'invariance et de la linéarité? Donc, si le système linéaire invariant dans le temps est invariant et linéaire dans le temps, est invariant dans le temps et linéaire, on peut écrire y de t, c'est le produit de convolution de quoi? De l'entrée par la caractéristique du système, autrement dit, la réponse à l'impulsion. Ok, et il vaut ce qu'il faut. Il vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t moins θ, x de θ. Et à partir de là, on avait dit, si on connaît h de t, si on connaît la réponse à delta, si on connaît la réponse à l'impulsion, alors on peut calculer cette intégrale. Ok, donc cette diaporama, et je vous demande de la consulter. Il n'y a pas grand-chose sauf la démonstration que le produit de convolution est commutatif. C'est facile à voir. Il faut juste suivre ces étapes. D'accord? Et puis, voilà, on passe à la réponse fréquentielle du produit de convolution. Donc, étant donné notre système, x de t égale à delta de t, et la sortie va devenir h de t. Donc, on sait que si on passe dans le domaine de Fourier, x de t
sa transformée de Fourier, c'est x de oméga. Et elle s'écrit de cette forme-là. Y de oméga, c'est la transformée de Fourier de y de t. Et h de oméga, c'est la transformée de Fourier de la réponse à l'impulsion. On avance rapidement. Donc, si je veux calculer y de oméga, si je veux calculer, donc on a la représentation fréquentielle du produit de convolution. Donc, y de oméga, c'est l'intégrale de y de t fois exponentielle moins j oméga t. Or, y de t, c'est quoi? C'est x de t convolué à h de t. On vient de voir juste là. D'accord? Donc, c'est y de t, c'est égal à x de t convolué à h de t. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout simplement y de t par l'expression de la convolution qui devient celle-ci. D'accord? Donc, on va avoir l'intégrale de h de t moins θ fois x de θ dθ exponentielle moins j oméga t dt. Donc, le dt, c'est pour cette intégrale et le dθ, c'est pour celle-ci. Là aussi, on a deux opérateurs qui sont linéaires. L'intégrale, c'est un opérateur linéaire. Donc, on peut intervertir les opérations. Donc, on va d'abord intégrer selon θ. Ensuite, on intégrera selon dt. Ou là, selon t. D'accord? Donc, si on intègre selon θ, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, pardon, on va intégrer d'abord selon t, ensuite selon θ. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir quand on intègre selon t? Donc, x de θ, elle va sortir. Ok? On va avoir exponentielle moins j oméga qui va rentrer ici. Et on va avoir h de t moins θ, exponentielle moins j oméga t dt. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne la transformée de Fourier de h de t, mais décalé. Le décalage, qu'est-ce qu'il induit dans le domaine fréquentiel? Il induit un déphasage. Donc, cette expression-là, elle est égale à h de oméga multiplié par exponentielle moins j oméga θ. Bon, on se retrouve à ce niveau avec x de θ, multiplié par h de oméga multiplié par exponentielle moins j oméga θ dθ. Et donc, vous voyez ce terme qui est indépendant de θ, on peut le faire sortir. Il devient une constante par rapport à θ, on peut le sortir. Donc, si vous voulez, on a y de oméga égale à h de oméga fois toute cette expression qui est l'intégrale de x de θ exponentielle moins j oméga θ dθ. Autrement dit, ceci, c'est la transformée de Fourier de quoi? De x de t. Donc, ça va être ça, tout ça, c'est x de oméga. Donc, si vous voulez, grand y de oméga, c'est h de oméga fois x de oméga. Autrement dit, le produit de convolution, la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est quoi? C'est le produit des transformations de Fourier de h fois x. Maintenant, on va définir ce qu'est une fonction de transfert d'un système. D'abord, donc, c'est la transformée de Fourier de sa réponse à l'impulsion, tout simplement. Donc, vous avez un système. Nous avons un système qui admet une entrée et procure ou la génère une sortie. Et en entrée x de t. Voilà. Maintenant, on représente parce qu'on a vu que y de t, c'était le produit de convolution de x par h. Donc, h de t, c'est la caractéristique fondamentale de mon système. Avec y de t est égal à x convolu à h, ou la h convolue à x, c'est la même chose. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on a ici? On a la réponse à l'impulsion. Par définition, h de oméga, la fonction transfert, c'est h de oméga. Et elle vaut quoi? Elle vaut la transformée de Fourier de la réponse à l'impulsion. D'accord? Et inversement, la réponse à l'impulsion, c'est la transformée inverse de h de oméga. Mais si on revient tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que grand y de oméga, c'est égal à quoi?
ça veut dire égal à h de oméga fois grand X de oméga. Donc, et à partir de là, il est facile de déduire h de oméga. H de oméga, c'est égal à y de oméga sur x de oméga. D'accord? Donc, en termes, puisque les termes, c'est des termes complexes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que quand je dis, je reviens ici, quand je dis h de oméga, grand x de oméga, grand y de oméga, c'est des termes complexes. Ils contiennent le terme j. Par conséquent, c'est des termes complexes. Ok, donc c'est h, c'est y de oméga sur x de oméga, et on peut les exprimer en termes de modules. Donc c'est le module de y sur le module de x multiplié par l'argument exponentiel j, argument de y moins argument de x. Donc voilà pour et on voit ici que pour les systèmes réalisables, la fonction transfert doit toujours introduire un déphasage. Ok.